Bienvenue sur mon guide de voyage. Aujourd'hui, nous allons explorer les endroits parmi les plus effrayants du monde. Préparez-vous à frissonner, car dans cette première partie, nous allons découvrir ensemble des lieux qui vous donneront des sueurs froides. Les histoires qui sont liées à ces différents emplacements vous feront dresser les cheveux sur la tête. Alors, êtes-vous prêts ? Commençons notre voyage effrayant avec le célèbre château de Bran situé en Transylvanie, l'actuelle Roumanie. Surnommé le château de Dracula, il est souvent associé à Vlad l'Empaleur, un prince du XVe siècle réputé pour ses méthodes de torture cruelles. Ce dernier émettant ses ennemis, allant jusqu'à les empaler sur le champ de bataille pour dissuader les autres. Vlad aurait inspiré le personnage de Dracula dans le roman de Bram Stoker. Bien qu'il n'ait probablement jamais vécu ici, l'atmosphère du château est empreinte d'histoires macabres. D'ailleurs, nous avons publié il y a quelques mois une vidéo sur l'histoire de Vlad l'Empaleur. N'hésitez pas à y jeter un œil. Les origines du château remontent au début du XIIIe siècle. À l'origine, c'était une forteresse en bois construite par les chevaliers teutoniques sous le règne du roi André II de Hongrie, visant à défendre le col stratégique contre les envahisseurs. En 1377, les Saxons de Kronstadt ont obtenu le droit de construire le château en pierre que nous connaissons aujourd'hui, un exemple frappant de l'architecture médiévale et des fortifications militaires. Au fil des siècles, le château a été modifié et agrandi, reflétant les évolutions des besoins et du style de vie de ses occupants. Ses murs imposants et ses couloirs étroits témoignent d'une époque où la défense était primordiale. Dans les années 1920, le château est devenu une résidence royale pour la reine Marie de Roumanie qui l'a transformé en une retraite d'été très prisée. Sous son influence, le château a subi d'importantes rénovations intérieures, ajoutant une touche de confort moderne tout en mettant en valeur un mélange de style roumain et occidental en faisant un symbole de fierté nationale. Les visiteurs rapportent souvent des sensations étranges en se promenant dans les couloirs sombres. Les légendes locales abondent, décrivant le château comme un lieu où la frontière entre le monde naturel et surnaturel est ténue. Parmi ces récits, on évoque des fantômes errant dans les couloirs, y compris l'esprit de la reine Marie, qui entrait sa retraite bien-aimée. Des histoires parlent aussi de tunnels secrets menant du château vers la montagne, utilisés par les vivants et les morts-vivants pour se déplacer sans être vus. La légende des vampires est bien sûr la plus répandue. Associée à Vlad l'Empaleur et à Dracula, elle imprègne le château d'un sentiment d'effroi et de mystère intemporel. Malgré l'absence de preuves liant directement Vlad Dracul au château de Bran, la légende perdure, alimentée par les récits de son règne brutal et par la figure folklorique des Strigoi, ces âmes mortes qui sortent de leur tombe. Les histoires de vampires continuent de circuler et ce château, perché sur sa colline, reste enveloppé de mystères. Notre deuxième arrêt nous conduit au Japon, dans un lieu aussi beau qu'inquiétant, la forêt d'Aokigahara. Connue sous le nom de Jukai, qui signifie littéralement mer d'arbres, cette vaste étendue de 35 km² est tristement célèbre comme la forêt des suicides. Son histoire, bien que relativement récente, remonte à environ 1200 ans. Cette forêt s'est formée sur une ancienne coulée de la lave du mont Fuji, survenue en 864, offrant un sol rocheux recouvert principalement de mousse. Situé au pied de cette majestueuse montagne, Aokigahara est devenu un lieu tragique où de nombreuses personnes choisissent de mettre fin à leur jour. Depuis les années 1950, le nombre de décès dans cette forêt a fortement augmenté, la plupart de ces cas étant des suicides. En 1950, l'écrivain Seiichi Matsumoto évoque Aokigahara dans son roman Naminoto, la présentant comme un endroit idéal pour mourir discrètement. Plus tard, en 1993, Wataru Tsurumi publie le controversé Kanzen Jisatsu Maniwaru qui recommande Aokigahara comme le lieu parfait pour se suicider. Les chiffres de découverte de corps sont tragiquement élevés, atteignant 74 en 1998 et 108 en 2004. Des panneaux sont disséminés tout au long des sentiers pour sensibiliser les personnes en détresse. La vie est un précieux cadeau. Pensez à vos proches, ne gardez pas vos douleurs pour vous, parlez-en. Les autorités espèrent ainsi réduire le nombre de décès qui atteint environ une centaine chaque année, principalement chez des hommes âgés de 45 à 65 ans, dont certains viennent de loin. Cette situation a engendré de nombreuses légendes sur des esprits errants hantant ces lieux. Aokigahara figure parmi les sites de suicide les plus connus au monde,
aux côtés de Golden Gate Bridge à San Francisco. Les croyances locales suggèrent que les esprits des défunts, appelés Yurei, hantent ces lieux, ajoutant une dimension inquiétante à cette forêt. Les rangers parcourent les sentiers pour venir en aide aux personnes en détresse, mais ils découvrent parfois, et bien malheureusement, certains corps. Les Japonais considèrent cet endroit comme maudit, et la légende raconte que ceux qui s'y aventurent seuls pourraient ne jamais en ressortir. Au cinéma, Aokigahara a inspiré plusieurs œuvres, dont le film américain Nos Souvenirs de Gus Van Sant et le film d'horreur The Forest de Jason Zada, qui explorent tous deux ce phénomène troublant. L'atmosphère d'Aokigahara est particulièrement troublante. Sa végétation si dense empêche presque le passage du vent, créant un silence oppressant. Ce calme, presque angoissant, pousse de nombreux visiteurs à ressentir une pression constante lors de leur promenade. Direction l'Ukraine, vers l'une des villes les plus tristement célèbres de l'histoire contemporaine, Pripyat, la ville fantôme. Située à seulement 3 km dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, Pripyat se trouve dans une zone d'exclusion de 30 km établie après la catastrophe nucléaire de 1986. Autrefois vibrante de vie, cette ville est aujourd'hui figée dans le temps. Écoles, hôpitaux, maisons et parcs d'instruction sont restés intacts depuis le jour de l'évacuation. Les manèges rouillés, en particulier la grande roue, qui n'a jamais tourné, sont devenus des symboles du drame. Les habitants ont dû tout abandonner en quelques heures, laissant derrière eux un lieu envahi par la végétation et le silence. Pour la petite histoire, Pripyat a été construite dans les années 1970 pour accueillir les employés de la centrale nucléaire. En 1979, sa population atteignait 21 711 habitants. La ville était alors considérée comme un modèle de l'architecture soviétique, avec des logements de qualité, une infrastructure correcte et des équipements culturels, jardins publics, installations sportives, cinéma, théâtre et parcs d'attractions qui devaient ouvrir 4 jours après l'accident. La veille de la catastrophe, Pripyat comptait 49 360 habitants. Le matin du 26 avril 1986, à 1h23, 45 secondes, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose, libérant d'énormes quantités de débris radioactifs dans l'atmosphère. Le lendemain, les habitants de Pripyat ne sont toujours pas informés de l'accident. Aucune mesure de protection n'est prise et la vie continue. Pendant ce temps, Moscou apprend la nouvelle, mais la désinformation au sein du système soviétique est telle que le chef d'État de l'époque, Mikhail Gorbatchev, mettra plus de 2 heures à saisir l'ampleur de la catastrophe. Des unités militaires sont rapidement envoyées sur place, mais les habitants restent indifférents. Les militaires constatent des niveaux de radiation alarmants. Rapidement, la population prend conscience des dangers et une panique s'installe. Le gouvernement soviétique, quant à lui, décide alors d'évacuer la ville. Pripyat est alors évacué en urgence 30 heures après l'explosion, le 27 avril. Un convoi militaire composé de blindés et de 1225 autocars est mobilisé pour accélérer le processus. Les autorités ordonnent d'emporter que le strict minimum, promettant un retour sous 3 jours. Les cars forment un long convoi de 20 km. Tout reste en place, même les objets les plus banals comme des jouets d'enfants et des journaux abandonnés dans la panique. Devenue hautement radioactive, Pripyat voit l'armée détruire de nombreux objets dans les appartements pour éviter qu'ils ne soient récupérés, dissuadant ainsi les anciens habitants de revenir illégalement. De plus, tragiquement, tous les animaux domestiques comme sauvages ont été abattus par les autorités soviétiques afin de limiter la propagation des radiations. Certains visiteurs affirment ressentir une étrange énergie dans cette ville déserte où l'ombre de la catastrophe demeure. La radiation est omniprésente et des rumeurs de créatures mutantes et d'esprits hantant les lieux circulent parmi les rares intrépides qui osent aujourd'hui s'y aventurer. Direction le Turkménistan où se trouve un phénomène à couper le souffle, la porte de l'enfer. Un cratère enflammé de 70 mètres de large, niché au cœur du désert de Karakoum. Ce gouffre brûle sans relâche depuis 1971 suite à une tentative d'exploitation gazière par des scientifiques soviétiques. Pensant que le gaz s'éteindrait rapidement, ils y mirent le feu. Mais il continue de brûler encore aujourd'hui. Le cratère dégage une chaleur intense et une lumière rougeâtre qui éclaire le désert la nuit, créant une scène apocalyptique. Ce gouffre enflammé semble venir d'un autre monde, et certains disent même que l'endroit serait une véritable porte vers l'enfer. Sa vision infernale est une expérience à la fois fascinante et effrayante. En 2013,
Georges Kounouni, est devenu la première personne à descendre dans ce cratère ardent. Après 2 ans de préparation, il n'a eu que 17 minutes pour prélever des échantillons et mesurer les niveaux de gaz avant d'être remonté. Ces 17 minutes sont gravées dans ma mémoire, raconte-t-il. C'était bien plus effrayant que je ne l'avais imaginé et la chaleur était écrasante. Le cratère était aussi plus impressionnant que je ne l'avais pensé. Le site attire de nombreux touristes, devenu un incontournable du pays. Sécurisé par des barrières de protection, il est entouré de camps de yourtes où les visiteurs peuvent passer la nuit à proximité. Selon les autorités du pays, cette attraction pourrait faire du Turkménistan une destination touristique de choix avec une fréquentation qui est passée de 70 000 à 100 000 visiteurs par an au début des années 2010. Cependant, les émissions massives de méthane issues du cratère soulèvent des préoccupations. En effet, ce gaz à effet de serre pénètre en grande quantité dans l'atmosphère, ce qui a conduit à des discussions entre le Turkménistan et les États-Unis sur la nécessité de fermer ce site, ainsi que d'autres sites similaires. Le président envisage de combler le cratère, mais cette opération s'avère complexe. Il faudrait non seulement éteindre le feu, mais aussi gérer les émissions de méthane qui suivront. Cette seconde étape est particulièrement risquée. Ça peut mal tourner, avertit Guillermo Rein, un expert en feu soulignant les dangers potentiels de l'explosion. Nous descendons maintenant sous la ville de Paris pour explorer les célèbres catacombes. Un immense réseau de tunnels remplis d'ossements humains situés dans le 14e arrondissement. Au XVIIIe siècle, en raison de la surpopulation des cimetières parisiens, des millions de corps ont été transférés dans ces tunnels. Aujourd'hui, ces galeries abritent les restes de plus de 6 millions de personnes évacuées jusqu'en 1861 pour raison de salubrité publique. On peut citer par exemple le cimetière des Innocents, situé entre la rue Saint-Denis et la rue de la Ferronnerie, qui a accueilli pendant 13 siècles des générations de Parisiens décédés dans les 22 paroisses de la ville, ainsi que des corps provenant de l'Hôtel-Dieu et de la morgue, passant d'un petit cimetière de campagne au plus grand cimetière de Paris. Les guerres, épidémies et famines ont entraîné l'inhumation de milliers de cadavres dans cet espace restreint, rendant leur décomposition de plus en plus difficile. Les fosses communes atteignaient parfois plus de 10 mètres de profondeur et à la fin du XVIIIe siècle, le sol du cimetière se trouvait plus de 2 mètres au-dessus du niveau de la rue, provoquant de lourds problèmes sanitaires. Le 7 avril 1786, les catacombes sont bénies et consacrées par les abbés Mautret, Maillet et Asseline, en présence d'architectes et de l'inspecteur général des carrières de Paris, Charles-Axel Guillaumeau. Le transfert des ossements, dirigé par Louis Thiroux de Crosne, lieutenant général de la police, s'est étalé sur 15 mois et a été un véritable succès, si l'on peut dire. Dès leur création, les catacombes suscitent la curiosité. En 1787, le comte d'Artois, futur Charles X, y descend avec des dames de la cour. Cependant, il faut attendre 1806 pour que les premières visites publiques soient organisées. Mais celle-ci reste sporadique et réservée à quelques privilégiés. Aujourd'hui, environ 1,7 km de catacombes sont accessibles. Situées à 20 mètres sous la surface, elles accueillent environ 500 000 visiteurs annuels, principalement depuis la place d'Enfer Rochereau. Depuis les années 1960, un engouement pour les visites non officielles des catacombes a émergé. Ces explorations illégales, empruntant des chemins non balisés, exploitent des puits d'accès publics ou des galeries souterraines. Une culture cataphile s'est ainsi développée avec une communauté aux règles et aux conflits propres. La plupart des cataphiles choisissent de garder ces espaces secrets, évitant de diffuser des plans et de faire découvrir les lieux à des personnes inexpérimentées. Il est essentiel de rappeler que les catacombes représentent un véritable danger pour ceux qui ne connaissent pas leur réseau complexe. S'étendant sur plus de 300 km sous la ville, ces tunnels peuvent être étroits et bas et les visiteurs non avertis risquent de se perdre dans le dédale des couloirs. Les dangers d'éboulement, de chutes de pierres et de plafonds effondrés sont fréquents, en particulier dans les zones abandonnées. De plus, les catacombes sont souvent mal éclairées, ce qui complique l'orientation sans une connaissance préalable. Les visiteurs peuvent facilement se perdre ou tomber dans des puits ou des fosses sans moyen de communication avec les secours. Des explorateurs urbains ont rapporté avoir aperçu des silhouettes sombres ou entendu des voix dans ces galeries souterraines. Plus inquiétant encore, certaines zones demeurent inaccessibles, cachant des mystères qui pourraient ne jamais être résolus. Voilà, c'est notre première partie des endroits les plus effrayants du monde. Avez-vous déjà visité l'un de ces lieux? Si oui, lequel vous a fait le plus peur? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la deuxième partie avec encore plus d'histoires terrifiantes. N'hésitez pas à faire un tour sur notre compte Instagram où nous publions du contenu quasi quotidiennement. En attendant, merci et à très vite.